Bienvenue à Conte policier. Dans le paisible village de St. Mary Mead, Miss Marple est confrontée à une énigme effrayante, le meurtre du souper des moissons. Un secret ombragé, un indice déplacé à qui pouvez-vous faire confiance ce soir? Versez-vous quelque chose de chaud, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. Le village de St. Mary Mead s'installait dans la fraîcheur du début de l'automne. Les feuilles, aux reflets ambrés et dorés, bruissaient doucement sous le doux vent d'octobre, flottant nonchalamment sur les ruelles pavées. L'air était imprégné du parfum de la terre humide et de la douce saveur des pommes fraîchement cueillies dans les vergers qui parsemaient la campagne. Au cœur du village, la salle paroissiale s'était transformée en un lieu chaleureux et animé, empreint de joie saisonnière, décoré de citrouilles, de guirlandes de maïs séché et de bougies scintillantes qui donnaient à l'occasion une lueur dorée. Ce soir avait lieu le très attendu souper des récoltes, un événement qui réunissait toute la communauté, du vicaire et de sa famille aux nouveaux arrivants. Miss Jane Marple, assise tranquillement au bout du couloir, avait choisi son point de vue habituel près d'une petite fenêtre donnant sur la rue. Elle n'aimait pas les rassemblements bruyants, préférant observer le flux et le reflux des comportements humains à une distance respectueuse. Son regard perçant et discret scrutait la pièce avec intérêt, les bavardages des villageois, le tintement des tasses de thé, le bruit des pas sur le sol ciré. Chaque mouvement, chaque regard en disait long à son esprit exercé. « Bonsoir, mademoiselle Marple », fait une voix joyeuse derrière lui. C'était Dolly Bantry, la sœur du pasteur, qui s'approchait avec un plateau de canapé soigneusement disposé. « Goûtez-en un, mais je vous préviens, Madame Tillingham a insisté sur la recette cette année. » Les yeux brillants de Dolly se tournèrent vers la foule, et mademoiselle Marple sourit poliment, acceptant une petite bouchée. La salle résonnait d'un murmure de conversation. Le vicaire, le révérend Clément, s'adressait à un groupe de paroissiens avec son enthousiasme habituel. Au fond, le docteur Haydock, le médecin local, était déjà plongé dans une discussion animée avec madame Lettice Harper au sujet des nouveaux cas de grippe dans le village. Près de la table des rafraîchissements, Lady Penelope Wren, récemment veuve, observait la salle d'un regard impérieux, saluant parfois gracieusement ses connaissances, mais ne révélant guère ses propres pensées. Et puis il y avait le nouveau venu, M. Simon Carroway, arrivé à St. Mary Mead seulement 15 jours auparavant. Il s'attardait maladroitement près de l'entrée, observant les villageois d'un regard froid et scrutateur. Miss Marple remarqua la tension subtile dans sa posture, le léger tressaillement de sa main gauche, et le nota discrètement dans son carnet. Il y avait quelque chose chez lui, pensa-t-elle, quelque chose qui n'appartient pas tout à fait au rythme paisible du village. Le souper avançait tranquillement, lorsqu'un cri strident perça soudain l'atmosphère chaleureuse et feutrée. La conversation se figea au milieu d'une phrase. Madame Lettice Harper, pâle comme la crème qu'elle venait de verser, désigna l'autre bout de la salle. Là, par terre, à côté de la table des desserts, gisait Lord Henry Godfrey, un célèbre propriétaire terrien local, affalé dans une posture grotesque et contre nature. Une tache sombre s'étendait rapidement sur sa chemise blanche immaculée. La panique s'empara. Les chaises raclent le parquet tandis que les villageois se précipitent, certains haletants, d'autres chuchotant des questions frénétiques. Le vicaire leva les mains pour réclamer le calme, tandis que le docteur Haydock s'empressa d'examiner le corps. Mais Miss Marple, calme comme toujours, se contenta d'observer, son esprit explorant silencieusement les innombrables possibilités. Il n'y avait aucun doute, il s'agissait d'un meurtre, et l'harmonie soigneusement préservée de St. Mary Mead venait d'être brisée. Tandis que les voix s'élevaient, sous le choc et la confusion, le regard perçant de Miss Marple remarqua un détail que d'autres avaient négligé. Une petite empreinte de doigt, tachée sur le bord du plateau en argent, à proximité, discrète mais distincte. Encore insignifiante aux yeux de quiconque, elle deviendrait, elle le savait, une pièce essentielle du puzzle. Quelque part dans le couloir, un meurtrier était déjà en train de calculer son prochain mouvement, ignorant que Miss Marple évaluait tranquillement chaque réaction, chaque commentaire chuchoté, chaque regard rempli de peur, de culpabilité ou peut-être de joie terrible. Et ainsi, le souper des récoltes s'est terminé brusquement, laissant le village de St. Mary Mead suspendu entre la normalité et le chaos, avec une seule et terrible question en suspens. Qui avait tué Lord Henry Godfrey et pourquoi? La nouvelle du meurtre de Lord Henry Godfrey se répandit dans St. Mary Mead, avec une rapidité presque surnaturelle. Le lendemain matin, les murmures s'étaient transformés en rumeurs,
et le village, d'habitude si heureux de son rythme routinier et de ses conversations polies, était devenu le théâtre de conjectures et de soupçons. Miss Marple, assise à la fenêtre de son petit jardin, sirotait son thé avec le calme d'une horloge qui tourne lentement, mais son esprit était attentif à chaque nuance, à chaque signe de malaise chez ses voisins. Dolly Bantry arrive la première, tapotant légèrement la vitre avant d'entrer. Ses yeux brillaient d'un mélange d'inquiétude et d'indignation. « Jane, c'est tout simplement épouvantable. Je ne comprends pas qui pourrait faire une chose pareille. Meurtre lors d'un souper des moissons, que diront les gens ?» s'exclama-t-elle en tordant ses mains gantées. Miss Marple hocha la tête sans répondre immédiatement. Dolly, en effet. Mais il est remarquable de voir à quelle vitesse chacun a ses théories prêtes. Elle posa sa tasse et laissa son regard dériver vers l'étroite ruelle. Déjà, on pouvait voir les villageois vaquer à leurs occupations habituelles, mais les ombres sur leurs visages trahissaient une tension inhabituelle. Les gens disent que ce doit être Simon Carroway, poursuivit Dolly, penché vers lui d'un air conspirateur. Après tout, c'est un étranger, nouveau venu au village, et presque personne ne le connaît. Il était là ce soir-là, et maintenant, eh bien, vous savez comment les gens tirent des conclusions hâtives. Miss Marple esquissa un léger sourire. Oui, bien sûr, un nouveau venu se fait toujours remarquer, surtout quand quelque chose de fâcheux se produit. Mais parfois, la vérité est bien moins évidente. Elle prit un petit carnet sur la table à côté d'elle, celui qu'elle utilisait souvent pour noter ses observations, et parfois, Dolly, la suspecte évidente, n'est qu'une distraction commode. Dolly se tordit les mains à nouveau. « C'est affreux, Jane. Les enfants ont peur de sortir, et Madame Godfrey Well, elle, a à peine dormi, la pauvre. Et Lady Penelope Wren, scandalisée, insiste sur le fait que la salle paroissiale a besoin de plus de sécurité pour tous les événements à venir. » Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil, laissant ses pensées se déposer comme des sédiments dans un bocal. La désapprobation de Lady Penelope, la légère détresse du vicaire et l'inquiétude frénétique de Dolly étaient autant de fenêtres sur l'état du village, chacune ayant sa signification propre. Elle prit note de parler à chacun d'eux tour à tour. Leur réaction lui en dirait si bien plus que n'importe quel commérage. En milieu de matinée, la salle paroissiale grouillait d'agents de police menés par l'inspecteur Craddock, dont l'approche du crime était précise mais conventionnelle. Il avait déjà commencé à interroger les villageois par petits groupes à la recherche de déclarations susceptibles de mener à des aveux ou, à défaut, à l'identification d'un suspect. Miss Marple l'observait discrètement tandis qu'il se penchait vers Lady Penelope, qui, visiblement, savourait l'attention, racontant chaque détail du souper comme si elle témoignait devant un tribunal plutôt que de simplement décrire sa soirée. Pendant ce temps, les ragots allaient en bon train dans le village. Madame Lettice Harper, dont les mains avaient visiblement tremblé pendant le dîner, s'était rendue au salon de thé du coin pour se confier à qui voulait l'entendre. « Je l'ai vu juste avant, dit-elle en baissant la voix pour un effet théâtral. Je crois bien qu'il s'est disputé avec quelqu'un près de la table des desserts. Oui, j'en suis certaine. » Son auditoire se pencha, les yeux écarquillés, hochant gravement la tête, acceptant son récit comme s'il était gravé dans la pierre, et le médecin demanda à une jeune femme, la voix teintée de curiosité nerveuse. N'avait-il pas immédiatement dit que c'était un meurtre ? « Oh oui, répondit Madame Harper. Le docteur Haydock parut choqué. Mais vous savez, c'est un homme de science. Pourtant, un meurtre à St. Mary Meadwell, on n'imagine jamais de telles choses. » Elle joignit les mains, comme si le fait de les tenir ensemble pouvait éloigner l'image du crime violent. Dans son jardin, Miss Marple notait tout cela avec un amusement discret, teinté de sérieux. Chaque récit déformait l'histoire par de subtils détails, des embellissements accidentels, des exagérations inspirées par la peur et une tendance constante à blâmer l'étranger. Elle notait soigneusement les déclarations et le comportement de chacun. À midi, la place du village était devenue un lieu de rassemblement semi-officiel pour les spéculations. Des groupes de villageois se rassemblent, sous les ormes, les voix chuchotées mais pressantes. Madame Tillingham, dont le talent pour le théâtre n'avait d'égal que son insistance sur l'exactitude des recettes, avait déclaré que la mort de Lord Henry était une tragédie de la plus haute importance et des plus inopportunes, car la saison des récoltes est faite pour la célébration, non pour le chagrin. Sa déclaration fut accueillie par des murmures d'approbation et des hochements de tête solennels. Pourtant, Miss Marple remarqua une lueur dans les yeux de Madame Tillingham, un intérêt subtil qui tenait moins au chagrin qu'au récit, à la façon dont celui-ci reflétait sa propre position dans la société villageoise.
Le révérend Clément apparut peu après, marchant lentement et d'un pas posé, un carnet à la main, comme s'il cataloguait les défauts moraux du monde plutôt que de s'en préoccuper. Il s'adressa doucement à un petit groupe, soulignant le caractère sacré de la vie et l'horreur de la violence humaine. Mais Miss Marple, sensible au comportement humain, remarqua le léger tressaillement de sa bouche, le léger plissement de ses yeux à la mention de certains noms. Même dans le chagrin, nul n'était jamais à l'abri des subtilités de l'intérêt personnel. Au milieu des bavardages, Lady Penelope Wren descend le pré, le pas mesuré, la posture impeccable. « C'est incompréhensible », déclara-t-elle en se tournant vers un groupe d'auditeurs. « Je connais Lord Henry depuis des décennies. Comment peut-on vivre dans une communauté de cette taille sans être conscient d'une telle malveillance ?» Elle insista sur le mot malveillance, comme s'il s'agissait d'une accusation visant le village tout entier, ou peut-être le nouveau venu, M. Carroway. Miss Marple la suivit du regard. Lady Penelope, comme toujours, était précise dans ses paroles et ses gestes, mais elle dissimulait une intelligence vive sous son apparence sociale. Elle taisait beaucoup de choses, pourtant ses expressions trahissaient une conscience aiguë des subtiles dynamiques. Au milieu des rumeurs et des soupçons changeants, M. Simon Carroway demeurait une énigme. Il apparut brièvement sur la place du village, saluant poliment quelques villageois, mais son regard trahissait une méfiance, presque calculatrice. Certains villageois chuchotaient ouvertement à son sujet, considérant chaque regard et chaque geste comme une preuve de sa culpabilité. Miss Marple, cependant, percevait le décalage entre perception et réalité. Le malaise du nouveau venu pouvait provenir de la peur, d'une gêne sociale ou de la connaissance de circonstances totalement étrangères au crime. Seule une observation attentive révélerait la vérité. En fin d'après-midi, Miss Marple décida de faire sa tournée, visitant le salon de thé, le presbytère du vicaire et le domaine Godfrey. À chaque endroit, elle écoutait plus qu'elle ne parlait, guettant les incohérences, les hésitations, les signes de dissimulation. Chaque villageois avait une histoire, chacun un mobile, ou du moins l'apparence d'un mobile. À sa manière calme et réfléchie, elle les catalogue tous, emmagasinant les informations avec la patience de quelqu'un préparant une tapisserie complexe. Elle remarqua par exemple que le chagrin de Madame Godfrey était presque trop poli, que l'indignation de Lady Penelope était teintée de curiosité personnelle, et que l'autorité médicale du docteur Haydock masquait parfois un malaise face aux implications morales. Même Dolly Bantry, extérieurement horrifiée, s'autorisait parfois une lueur de curiosité qui trahissait davantage une fascination sociale qu'un chagrin. À l'approche du crépuscule, le village semblait en proie à un état liminaire, ne reprenant pas pleinement sa vie normale et ne cédant pas totalement à la peur. Les fenêtres brillaient à la lueur des bougies, et l'arôme des repas du soir s'échappait des cuisines ouvertes. Mais les conversations étaient ponctuées de remarques prudentes et de regards langoureux vers les voisins. Chaque famille, chaque foyer était désormais lié, même indirectement, au terrible événement de la nuit précédente. De retour chez elle, Miss Marple réfléchissait aux observations de la journée. Chaque rumeur, chaque affirmation, chaque tic comportemental subtil constituait une pièce d'un puzzle plus vaste. Mais comme toujours, la vérité n'était jamais simple, jamais évidente. La nature humaine, avec toutes ses contradictions, ses peurs et ses vanités, était le véritable mystère à percer. Ainsi, tandis que la nuit tombait sur St. Mary Mead, le village dormait d'un sommeil agité, le cœur inquiet et l'esprit agité. Certains rêves étaient hantés par l'ombre du soupçon, d'autres par l'impossibilité de concilier l'acte violent avec le monde paisible et ordonné qu'ils avaient toujours connu. Pendant ce temps, dans le calme de sa maison, Miss Marple prenait ses premières notes minutieuses. Enregistrement de ce que les gens disaient, de ce qu'ils omettaient et de ce que leurs yeux révélaient par de brefs instants. Le jeu de la compréhension avait commencé, et les indices, bien que dispersés et subtils, prenaient lentement forme dans son esprit. Demain, l'enquête se poursuivra, la police interrogeait, les villageois murmuraient, et Miss Marple écoutait. Elle écoutait toujours, car elle savait qu'avec le temps, la nature humaine révélerait plus que n'importe quelle preuve, et que le plus petit geste, la plus légère hésitation, contenait souvent la clé de la vérité. Le lendemain du souper des moissonneurs, le village de St. Mary Mead semblait plus calme que d'habitude, même si le calme était trompeur. Sous cette surface calme, des courants d'anxiété, de curiosité et de suspicion tourbillonnaient
avec une énergie insatiable. Miss Marple, comme toujours, traversait la journée avec une détermination sereine, ses sens à l'écoute des subtilités que d'autres ignoraient. Le meurtre de Lord Henry Godfrey avait jeté une ombre sur le village, mais c'était dans les détails de la vie quotidienne que la vérité se révélait souvent. En milieu de matinée, l'inspecteur Craddock avait installé un centre d'enquête improvisé dans la salle paroissiale. Les tables étaient jonchées de cahiers, de formulaires et d'une légère odeur de moisi. Il avait commencé à interroger les villageois systématiquement, relevant les incohérences et les déclarations qui semblaient répétées ou prudentes. Miss Marple, choisissant un coin discret, sirotait son thé et observait avec sa patience habituelle, écoutant chaque mot, observant chaque geste et classant des notes mentales avec la précision d'une bibliothécaire cataloguant des ouvrages rares. Le premier à être convoqué fut M. Simon Carroway, le nouveau venu qui avait suscité tant de soupçons. Il arriva promptement, impeccablement vêtu, bien que sa posture légèrement rigide trahît une certaine nervosité sous une apparence calme. L'inspecteur Craddock l'interrogea attentivement, lui demandant où il était allé pendant le dîner et s'il avait parlé à Lord Henry. Les réponses de Simon furent mesurées, polies et cohérentes, mais Miss Marple remarqua le léger tressaillement de sa main lorsqu'il mentionna la table des desserts, un détail qui, à ses yeux, méritait qu'on s'y attarde. Puis vient Lady Pénélope reine. Elle avait insisté pour fournir un récit détaillé de la soirée, comme si, en donnant tous les détails, elle pouvait affirmer sa position de témoin d'autorité. Elle décrivit le souper avec minutie, précisant qui était assis où, l'ordre des discours et même la disposition précise des bougies. Miss Marple remarqua les yeux de Lady Pénélope, qui brillaient d'une observation attentive malgré son ton impérieux. Ses souvenirs avaient un but précis, peut-être une tentative de présenter sa propre perception des événements comme une vérité indéniable. Madame Godfrey, dont le chagrin s'était aggravé pendant la nuit, apparut ensuite. Elle était pâle, les mains tremblantes, mais son regard révélait une certaine résilience, révélant un esprit vif sous une apparente fragilité. Elle raconta les interactions de Lord Henry avec les villageois ce soir-là, soulignant son charme et sa générosité, mais elle devint visiblement vague lorsqu'on lui demanda s'il s'était disputé avec quelqu'un. Miss Marple releva cette hésitation du petit geste crispé de Madame Godfrey à l'évocation de son défunt mari. Maniérisme, un geste qui, à l'œil non averti, semble sans conséquence mais qui en dit long à quelqu'un qui connaît les subtilités du comportement humain. Le vicaire, le révérend Clément, intervint avec son habituelle mesure. Ses propos étaient calmes, rationnels et soigneusement formulés, mais Miss Marple percevait une tension occasionnelle, un moment fugace, où l'obligation morale luttait contre la prudence sociale. Il évoqua le souper, le moment de la découverte et la réaction immédiate des villageois, mais des nuances dans son ton et des pauses dans son discours suggéraient que lui aussi en savait plus qu'il ne voulait en révéler. Devant la salle paroissiale, les villageois se rassemblèrent en petits groupes, échangeant théories, conjectures et soupçons à demi formés. Madame Lettice Harper, désormais enhardie par sa position de témoin oculaire autoproclamé, réitéra sa version d'une prétendue dispute près de la table des desserts. Son auditoire l'accepta sans broncher, renforçant le récit du suspect évident, Simon Carroway. Mademoiselle Marple les observa en silence, notant la façon dont les gens hochèrent la tête avec empressement face à l'histoire sans envisager d'autres explications, comment la peur et le désir de clore le chapitre pouvaient fausser la perception et avec quelle facilité la rumeur pouvait se transformer en vérité perçue. Pendant ce temps, Dolly Bantry, toujours vigilante, avait pris l'initiative de prendre des nouvelles de chaque foyer touché par la tragédie. Elle arriva à la porte de Miss Marple, essoufflée mais déterminée. « Jane, on dirait que tout le monde a une histoire », dit-elle en s'installant sur la chaise en face de Miss Marple. Certains disent que c'est un accident, d'autres insistent sur Simon Carroway, et d'autres encore, enfin, semblent presque ravis du scandale. Dolly frissonna à ce mot. « Je n'arrive pas à croire que quelqu'un à St. Mary Mead a pu commettre un acte aussi horrible, alors que le village est plongé dans la peur et la suspicion. C'est épuisant. » Miss Marple hocha la tête, son expression douce mais indéchiffrable. « C'est précisément parce que l'acte est si horrible que les gens s'empressent de trouver la faute, Dolly. La nature humaine, comme tu le sais, aspire à la conclusion, même si cela se fait au détriment de la vérité. Et la vérité, comme toujours, se cache, peut-être dans les plus petits détails. Le regard fugace, la légère hésitation, la marque discrète que personne d'autre ne remarque.
Elle marque une pause, son regard dérivant vers la fenêtre, où le soleil d'automne illumine les feuilles qui virevoltent. L'énigme finit par s'éclaircir, mais cela demande de la patience et une observation attentive. En fin de matinée, Miss Marple avait commencé son enquête discrètement, se rendant au domaine Godfrey pour observer la scène de plus près. La table des desserts restait fermée, mais de légères traces d'une fourchette tordue, une légère trace sur le bord du plateau en argent, une serviette légèrement déplacée avaient attiré son attention. Ces détails, considérés comme sans importance par la police, formaient pourtant, pour Miss Marple, les contours d'un récit subtil. Chaque objet, chaque position, était un indice du comportement humain, un témoin silencieux du déroulement des événements. La gouvernante, Madame Abbott, en poste depuis des décennies, apporte des précisions. Elle parla avec prudence d'une voix mesurée, racontant les habitudes de Lord Henry, l'ordre du dîner et les désaccords mineurs entre les domestiques. Pourtant, elle resta prudente, révélant ce qu'elle jugeait nécessaire et taisant ce qui lui semblait superflu. Miss Marple nota mentalement les non-dits, car elle savait que les omissions pouvaient être aussi révélatrices que les déclarations. L'après-midi, Miss Marple se promena dans le village, saluant ses voisins et écoutant tranquillement leurs conversations. Chaque personne rencontrée apportait une facette différente du même tableau. Peur, soupçon, préjugés et curiosité s'entremêlent comme les fils d'une tapisserie complexe. Elle remarqua par exemple comment certains villageois s'empressaient de s'aligner sur l'opinion perçue comme majoritaire, tandis que d'autres s'accrochaient obstinément à leurs interprétations personnelles. Chaque réaction, chaque choix, était une empreinte comportementale susceptible de la guider vers la vérité. Le docteur Haydock, médecin local, fit une apparition sur la place du village en milieu d'après-midi, observant les réactions des villageois lorsqu'il évoquait la procédure médicale et la cause du décès en termes cliniques. Si ces explications étaient factuelles, Mademoiselle Marple remarqua de subtils signes d'inconfort, une légère crispation de la mâchoire, un scintillement dans les yeux, une tendance à éviter tout contact visuel prolongé avec certaines personnes. Ces réactions étaient mineures, mais pour quelqu'un de sensible au comportement humain, elles laissaient entrevoir les limites du savoir, la présence d'une conscience tacite et peut-être un désir latent d'éviter de tirer des conclusions hâtives. Le soir, les investigations de la journée n'avaient produit que peu de preuves concrètes, et pourtant l'atmosphère à St. Mary Mead est devenue plus pesante, plus tendue. Les fenêtres brillaient à la lueur des bougies, et les familles dînaient tranquillement, les bavardages habituels étouffés. Les rumeurs persistaient, les soupçons s'intensifiaient, et la police poursuivait son interrogatoire méthodique. Au milieu de tout cela, Miss Marple, assise tranquillement dans son salon, revoit ses notes mentales et esquissait les liens subtils qu'elle avait observés. Chaque geste, chaque regard, chaque réponse hésitante, chaque mot soigneusement choisi était catalogué. Le village avait révélé ses peurs et ses préjugés, mais pas encore ses secrets. Et Miss Marple, comme toujours, comprenait que la patience était primordiale. Le plus petit détail, la plus infime incohérence, pourrait devenir la clé pour percer le mystère. À la tombée de la nuit, elle s'arrêta pour réfléchir à la journée. Les réactions des villageois, bien que variées, lui avaient permis de mieux comprendre la nature humaine, l'empressement à attribuer les torts, les angoisses cachées, la façon dont les dynamiques sociales obscurcissent la vérité. Elle comprit que le crime lui-même n'était qu'une partie d'un tableau plus vaste, une tapisserie tissée de relations, de ressentiments et de subtiles manipulations. Demain, elle entreprendrait une exploration plus approfondie de ses fils conducteurs, s'adressant plus directement aux individus, sondant les dessous et guettant les réactions susceptibles de révéler des motivations, des contradictions ou des secrets. L'énigme commençait à prendre forme, mais le tableau restait incomplet. Et Miss Marple, avec son calme et sa détermination habituelle, savait que les prochaines étapes seraient cruciales pour découvrir la vérité sur le meurtre de Lord Henry Godfrey. L'air matinal de St. Mary Mead était d'une fraîcheur inhabituelle, comme si le village lui-même tremblait sous le poids de la tragédie de la nuit précédente. La nouvelle du meurtre de Lord Henry Godfrey s'était ancrée dans la routine de la ville, mais la tension persistait à chaque porte, sous chaque haie et derrière chaque salutation polie. Miss Marple, comme toujours, évoluait discrètement parmi ses voisins, observant, écoutant et énumérant des détails que d'autres jugeaient insignifiants. En milieu de matinée, l'inspecteur Craddock avait commencé à se concentrer sur le premier suspect évident, M. Simon Carroway. L'arrivée récente du nouveau venu, son attitude réservée et la tension subtile de sa posture
avait attiré l'attention bien avant que la police n'ait besoin d'une cible. Les villageois, avides de résolution, avaient discrètement convenu que les soupçons se portaient naturellement sur lui. Miss Marple, cependant, remarqua le décalage entre les apparences et la réalité cachée. La nervosité de Simon pouvait provenir de la peur, de son ignorance sociale, mais moins probablement de la connaissance de circonstances étrangères au crime. Miss Marple se rendit au salon de thé du village, au lieu des ragots et des spéculations, pour entendre ce que les habitants disaient de Simon. Madame Lettice Harper, toujours soucieuse d'affirmer son autorité en la matière, avait réuni un petit auditoire, tous suspendus à ses lèvres. « Je vous le dis, c'était lui, insista-t-elle d'une voix basse mais féroce. Je l'ai aperçu près de la table des desserts, quelques instants avant la chute de Lord Henry. Une lueur de colère brillait dans ses yeux, j'en suis certaine. Les villageois murmurèrent leur accord, hochant la tête et chuchotant entre eux. Miss Marple, sirotant son thé avec son calme habituel, remarqua l'empressement collectif à trouver un coupable. C'était un schéma familier. La peur et l'anxiété amplifient la perception, créant un récit qui répondait aux besoins de conclusion des villageois. Elle nota soigneusement la réaction de chaque auditeur, observant qui hochait la tête avec empressement, qui s'agitait avec inquiétude et qui restait silencieux. Chaque réponse révélait quelque chose de plus sur l'auditeur que sur le suspect présumé. Plus tard, Miss Marple se rend au domaine Godfrey pour s'entretenir plus en détail avec Madame Godfrey. La veuve, encore pâle de chagrin mais attentive, raconta ses derniers échanges avec son mari ce soir-là. Il semblait distrait, dit-elle doucement en joignant les mains. Il y eut un moment où il parut agité par quelque chose, sans toutefois dire lequel. Je pensais que c'était peut-être un détail, mais sa voix trembla, et elle prit une grande inspiration. Je ne pus m'empêcher de penser que cela avait peut-être un lien. Miss Marple observa un moment de silence avant de prendre la parole. C'est souvent dans ces petites agitations, ces fugaces expressions d'inquiétude ou d'irritation, que l'on peut déceler les germes du trouble, remarqua-t-elle doucement. Parfois, on porte un fardeau en silence, et le résultat, bien que imprévu, se manifeste d'une manière que les autres ne perçoivent pas immédiatement. Madame Godfrey hocha la tête, le regard perdu dans le vague, comme si chaque détail lui revenait à l'esprit. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock continuait d'interroger le personnel du domaine Godfrey. La gouvernante, Madame Abbott, décrivit le déroulement ordonné du dîner, notant la position des invités et le déroulement des événements. Elle révéla cependant aussi de légères querelles et frictions entre certains villageois, éléments facilement ignorés par les étrangers, mais, pour Mademoiselle Marple, de subtils indicateurs de tensions sous-jacentes. Un léger désaccord sur la place, une dispute chuchotée à propos du vin, une dispute discrète sur l'emplacement d'un centre de table. Autant d'éléments qui contribuaient à un tableau plus complet, que la police, concentrée sur un seul suspect, avait tendance à négliger. Sur la place du village, les ragots continuaient de circuler. Lady Penelope, reine, impeccablement vêtue et d'une prestance irréprochable, avait elle aussi réuni un petit public. « Je suis convaincue que c'était délibéré », déclara-t-elle d'une voix juste assez forte pour attirer l'attention sans accuser ouvertement qui que ce soit. « Un meurtre n'est pas accidentel. Il faut en examiner le mobile. Et mes chers amis, il faut aussi tenir compte des opportunités. » Son regard parcourut le groupe et un léger murmure d'approbation parcourut la foule. Miss Marple remarqua que Lady Penelope ne s'intéressait pas seulement à la justice, mais aussi à la dynamique du village lui-même, à la compréhension des influences et au maintien de sa position au sein de cette hiérarchie. Dans l'après-midi, Simon Carroway fut rappelé au commissariat pour un interrogatoire plus approfondi. Miss Marple le suivait à distance, observant les réactions des villageois qui le regardaient passer. Certains lancèrent des regards désapprobateurs, d'autres murmuraient des conspirations. C'était la façon du village de maintenir l'ordre face au chaos, en désignant les coupables, en se créant un ennemi. Et pourtant, Miss Marple sentait que la vérité était ailleurs, cachée sous les couches d'attente sociale, de peur et de désir de résolution. Le docteur Haydock, le médecin du village, avait ses propres observations à ajouter. S'il avait confirmé la cause du décès, il relevait également de légères incohérences dans les récits de la soirée. Les mouvements de Lord Henry étaient précis, fit-il remarquer à l'inspecteur Craddock, et pourtant, quelqu'un aurait pu se trouver dans le hall sans être observé pendant un court instant. De petites choses, un objet égaré, un geste subtil, peuvent en dire plus qu'il n'y paraît au premier abord. Miss Marple, qui écoutait de près, nota soigneusement cette déclaration,
Le médecin, bien qu'involontaire, avait laissé entendre que le mécanisme du meurtre pouvait impliquer des subtilités que la police n'avait pas encore envisagées. De retour chez elle plus tard, Miss Marple passa en revue ses observations. Elle réfléchit aux déclarations des villageois, aux tensions visibles et aux légères divergences de comportement que personne d'autre ne semblait remarquer. Dolly Bantry arriva de nouveau, apportant du thé frais et des nouvelles de la place. « Jane, c'est curieux, » dit Dolly en se tordant les mains. Simone Carroway reste calme lorsqu'on l'interroge. Pourtant, on ne cesse de dire l'avoir vue à divers endroits ce soir-là. Certains prétendent qu'il se dispute avec Lord Henry, d'autres qu'il semble anxieux près des desserts. Comment le savoir? Miss Marple sourit faiblement. La vérité, Dolly, se cache souvent dans les contradictions. On se souvient de ce qu'on souhaite se rappeler, ou de ce qu'on croit avoir vu. Et les coupables sont rarement aussi évidents que les innocents semblent le croire. Elle remuait son thé pensivement. Il faut observer, écouter et attendre. La nature humaine est la preuve la plus révélatrice qui soit. Ce soir-là, le village semblait s'installer dans un rythme incertain. Les fenêtres brillaient à la lueur des bougies et les familles parlaient à voix basse, évitant d'évoquer la tragédie, sans toutefois pouvoir l'éviter complètement. Certains murmuraient sur les motivations supposées de Simon Carroway, d'autres spéculent sur de vieux griefs, tandis que d'autres encore s'interrogent sur les liens sociaux complexes de la famille Godfrey. Pendant tout ce temps, Miss Marple maintenait sa vigilance discrète, notant que le plus simple geste, un regard furtif, une main agitée, un léger changement de posture, était plus éloquent que n'importe quelle accusation. À la tombée de la nuit, la salle paroissiale s'était vidée, ne laissant derrière elle que le léger parfum des bougies et le faible écho des pas. L'inspecteur Craddock continuait de compiler les témoignages et les premiers soupçons commençaient à se dessiner. Pour beaucoup, Simon Carroway était le coupable le plus probable, un étranger, quelqu'un qui pouvait facilement être désigné comme le coupable. Mais pour Miss Marple, l'affaire était loin d'être réglée. L'empressement du village à désigner les coupables, elle le savait, pouvait autant dissimuler qu'il révélait. Alors qu'elle se préparait à aller se coucher, Miss Marple repensa aux événements de la journée. La vague initiale de suspicion s'était portée sur la cible la plus commode. Mais elle ne pouvait ignorer les subtilités, les gestes négligés, les incohérences mineures et les faibles traces de tension chez ceux qui semblaient parfaitement calmes. Ces détails, aussi discrets fussent-ils, constituaient le fondement de la compréhension de la véritable nature du crime. Demain, elle commencerait à approfondir ses recherches, parlant individuellement avec les villageois, testant leurs réactions et observant attentivement leur comportement face à des vérités mineures et à des questions apparemment triviales. Les premiers suspects étaient apparus, mais l'énigme était loin d'être complète. Et Miss Marple, avec sa patience et sa réflexion, comprenait que la véritable résolution ne dépendrait pas de conclusions hâtives, mais d'une lecture attentive de la nature humaine elle-même. À St. Mary Mead, le matin était frais et vif, le soleil d'automne miroitant sur les pavés humides et illuminant les reflets dorés et rouges des feuilles mortes. Le village, encore plongé dans l'inquiétude, s'était installé dans une routine fragile. Les commerçants ouvrirent leurs portes, les enfants avancèrent sur la pointe des pieds dans les ruelles, et le bourdonnement persistant des spéculations continuait de s'immiscer dans la communauté. Pourtant, au milieu de tout cela, Miss Marple avançait discrètement, déterminée à percer les subtils fils de vérité que personne d'autre ne semblait remarquer. Sa première visite de la journée fut à la salle paroissiale. Bien que l'enquête principale ait commencé sérieusement sous la direction de l'inspecteur Craddock, la salle portait encore les vestiges du souper des moissons, le léger parfum des bougies en cire, les guirlandes légèrement tordues et surtout la table des desserts où Lord Henry Godfrey avait trouvé la mort prématurée. Miss Marple s'en approcha lentement, examinant la disposition d'un œil exercé. Elle remarqua la disposition des couverts, l'alignement des plateaux d'argent et les légères traces de doigts qui subsistent encore sur les surfaces polies. Un détail, apparemment insignifiant pour quiconque, retint son attention. Une petite tache sous la louche d'argent, partiellement dissimulée par le plateau de service. C'était le genre de détail qu'on pouvait facilement négliger, une infime imperfection qui aurait pu résulter d'une négligence ou du geste précipité d'une personne nerveuse ou distraite. Miss Marple s'autorisa un sourire discret. Souvent, les plus petits indices étaient ceux qui menaient aux plus grandes révélations. Elle prit soigneusement note mentalement de qui avait eu accès au plateau, qui avait manipulé la louche et pourquoi la tâche était passée inaperçue aux yeux de la police et de la majorité des villageois. En quittant la salle paroissiale,
Miss Marple fut rejointe par Dolly Bantry, apparue avec un panier de viennoiseries et un air anxieux. « Jane, je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point tout le monde semble étrangement silencieux aujourd'hui, » murmura Dolly en jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. « Même Simone Carroway n'est pas tout à fait à l'aise. Lui as-tu parlé ?» Miss Marple secoua la tête. « Pas encore, Dolly. Il faut laisser les gens se calmer avant d'observer attentivement leurs réactions. Une confrontation soudaine peut obscurcir la vérité plutôt que la révéler. C'est dans l'hésitation subtile, le regard fugace ou le geste inconscient que réside la véritable intuition. » Dolly hocha la tête, même si elle ne semblait que partiellement convaincue. Ensemble, elles se dirigèrent vers le domaine Godfrey, où Madame Godfrey s'occupe des affaires de son défunt mari, aidée par le personnel discret de la maison. La veuve, d'apparence calme, était visiblement préoccupée par les détails, les lettres, les comptes et le rangement d'objets personnels laissés par Lord Henry. Miss Marple remarqua que son attention aux détails pouvait trahir à la fois le chagrin et une nature plus méticuleuse, voire protectrice, susceptible de révéler la dynamique du foyer. « Bonjour Jane, dit Madame Godfrey en levant les yeux d'une pile de lettres. J'essaie de donner un sens à tout cela, même si j'ai l'impression que le monde est sans dessus-dessous. » Sa voix était douce mais déterminée, et Mademoiselle Marple sentit une force sous la fragilité qu'elle affichait au village. « J'imagine, ma chère, » répondit doucement Miss Marple. Et pourtant, parfois, au cœur de la confusion, de petits détails émergent qui nous aident à comprendre. Pourriez-vous m'indiquer l'endroit où l'accident, si l'on peut dire, s'est produit ? Madame Godfrey inclina la tête. « Bien sûr, Jane. Je suis bien consciente que d'autres ont peut-être manqué des choses qui pourraient être importantes. » Miss Marple s'agenouilla légèrement près de la table des desserts, son regard scrutant chaque surface, notant chaque imperfection, chaque léger déplacement des objets. Puis elle aperçut une faible trace de substance sur le bord d'une chaise, un résidu qu'elle reconnut comme étant du talc courant, subtilement déplacé dans cette pièce pourtant impeccable. Pour n'importe qui d'autre, cela n'aurait rien signifié pour Miss Marple. C'était un fil conducteur à tirer. Le talc n'était pas inhabituel chez les Godfrey, mais son emplacement, partiellement dissimulé, suggérait qu'il avait été déposé délibérément ou accidentellement par quelqu'un nerveux, pressé ou distrait. L'esprit de Miss Marple commença à tisser des pistes. Qui, dans le hall, avait une raison de se trouver près de cette chaise? Qui aurait pu avoir une raison ou l'occasion d'interagir avec la table ou son environnement à cet instant précis? Et pourquoi personne d'autre n'avait-il remarqué la trace? Chaque question en appelle naturellement une autre, créant un réseau de possibilités qu'elle suivrait attentivement. Plus tard dans la matinée, elle rend visite au docteur Haydock, soi-disant pour s'enquérir de détails médicaux mineurs liés aux événements de la soirée, mais en réalité son but était d'observer ses réactions. Le docteur Haydock, homme d'une grande compétence et d'une fierté subtile, était consciencieux et méthodique, mais Miss Marple remarqua son léger sursaut lorsqu'elle mentionna la disposition de la table des desserts et la répartition des mets. De petits gestes involontaires, remarqua-t-elle, étaient souvent plus éloquents que des paroles soigneusement formulées. À mesure que la journée avançait, la place du village redevint le théâtre de spéculations. Les villageois se rassemblèrent en groupe, discutant des événements du souper des moissonneurs et de l'enquête policière. Simone Carroway apparaît seule par intermittence et l'objet de regards furtifs, de commentaires chuchotés et de questions pointues occasionnelles. Miss Marple, cependant, restait distante, observant que le sentiment de culpabilité des villageois dépendait souvent des apparences et des circonstances plutôt que des preuves. Elle remarqua la façon dont les gens projettent la peur, la suspicion et les attentes sociales sur le nouveau venu, tout en ignorant les comportements plus subtils des villageois de longue date. En milieu d'après-midi, Miss Marple retourna à la salle paroissiale. Elle examina de nouveau la table des desserts, se concentrant sur les traces subtiles qui avaient attiré son attention plus tôt. La tache sur la louche, la légère trace de talc sur la chaise et une légère empreinte sur le bord de la nappe. Chaque élément, même mineur en soi, commençait à former un schéma, une séquence d'actions cachées qui, si elle était interprétée correctement, pourrait indiquer le coupable. Dolly est revenue, apportant avec elle les derniers potins du salon de thé. « Jane, » dit-elle essoufflée, « tout le monde est plus convaincu que jamais qu'il s'agit de Simon. Madame Harper a même prétendu l'avoir vu faire les 100 pas près de la table des desserts avant l'incident. Et pourtant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le personnel semblait inhabituellement calme, comme s'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. » Miss Marple hocha la tête pensivement.
Le calme est souvent un simulacre d'Oli, et parfois, les individus les plus discrets sont ceux qui cachent le plus. Il faut prêter autant attention aux non-dits qu'aux paroles. Son regard se porta de nouveau vers la table, percevant de légers mouvements dans les objets, de minuscules écarts, presque imperceptibles, par rapport à leur position habituelle. À l'approche du soir, Miss Marple se promenait seule dans le village, observant les subtiles interactions entre voisins. Certains évitent son regard, d'autres la recherchent pour se rassurer ou lui demander conseil. Partout, le comportement humain se révélait dans les gestes, les paroles et les silences. Chaque observation, soigneusement cataloguée, formait une mosaïque de possibilités, un socle sur lequel la vérité pourrait éventuellement reposer. De retour chez elle, Miss Marple repensa aux découvertes de la journée. Le talc caché, la tache sur la louche en argent, les légers déplacements sur la table, autant de détails insignifiants, pourtant chacun constituait une pièce du puzzle. Elle comprenait que, dans un cas comme celui-ci, la vérité se trouvait rarement dans l'évidence. Elle se cachait plutôt dans la subtilité, dans l'oubli, dans les actions discrètes de ceux qui se croyaient y passer inaperçus. Elle prit ses premières notes détaillées, notant non seulement ce qu'elle avait vu, mais aussi ce qu'elle en avait déduit, les gestes nerveux, les regards fugaces, les réactions discrètes. Chaque note était une clé pour comprendre le réseau de comportements humains qui avait conduit au tragique événement du souper des moissonneurs. Alors que la nuit tombait sur St. Mary Mead, le village reprit son rythme incertain. Des bougies vacillaient aux fenêtres, des ombres s'étendaient sur les ruelles et les jardins, et un léger murmure de peur flottait dans l'air. Miss Marple, assise avec son carnet et une tasse de thé, comprit que la suite de son enquête exigerait encore plus de patience, une observation plus fine et une attention constante aux subtilités qui en révélaient plus que n'importe quel témoignage ou manifestation extérieure. L'indice caché avait été trouvé, mais sa pleine signification restait à découvrir, et Miss Marple savait que la révélation de la vérité ne faisait que commencer. Le lendemain de la découverte de l'indice subtil par Miss Marple, l'aube était brumeuse et fraîche, le village de St. Mary Mead baignant dans un silence presque spectral. Les feuilles des moissons, humides de la brume nocturne, craquaient sous les pas des villageois qui avançaient d'un pas prudent, l'ombre du meurtre de Lord Henry Godfrey planant encore dans chaque regard et chaque conversation. Miss Marple, cependant, était préparée pour la journée qui l'attendait. Elle comprenait que sous les visages polis et les conversations contenues se cachait un réseau de secrets longtemps enfouis, des griefs, des rivalités délicates et des vérités soigneusement cachées qui pourraient éclairer le chemin vers le meurtrier. Sa première étape fut le domaine Godfrey, où Madame Godfrey avait passé la matinée à examiner les papiers personnels de son défunt mari. La veuve, d'un sang-froid intact malgré le chagrin qui pesait sur ses yeux, accueillit Miss Marple dans le salon. « Jane, j'ai l'impression de passer au crible la vie de quelqu'un d'autre que celle de mon mari, » dit-elle, la voix nouée par l'émotion. « Il y a des lettres, des journaux intimes et des notes qui révèlent tant de choses que j'ignorais. Il est effrayant de réaliser à quel point on comprend peu de choses, même sur les plus proches. » Miss Marple hocha la tête pensivement. « Parfois, ma chère, ce sont précisément ces petits détails, ces ressentiments cachés, ces gestes passés sous silence qui révèlent la vérité sur une personne et, par extension, sur les événements qui l'entourent. Puis-je voir quelques-unes de ces lettres ?» Madame Godfrey lui tendit un petit paquet, et Mademoiselle Marple commença à l'examiner attentivement. Une correspondance entre Lord Henry et un agent foncier local suggérait des tensions concernant les limites de propriété et des conflits persistants avec les voisins, détails longtemps ignorés par les villageois. Une autre lettre, écrite avec ce qui semblait être une irritation contenue, laissait entrevoir un désaccord avec Lady Penelope Wren au sujet de l'organisation de la fête paroissiale des récoltes. Mademoiselle Marple prit des notes mentales, envisageant la manière dont ces conflits apparemment mineurs pourraient interagir avec les événements du souper. En milieu de matinée, Miss Marple s'était rendue à la résidence de Lady Penelope, curieuse d'observer les réactions de l'une des personnalités les plus influentes du village. Lady Penelope l'accueillit avec une cordialité polie, même si une légère tension subsistait sous la surface. « Jane, je suppose que vous souhaitez discuter de cette terrible affaire, » dit Lady Penelope d'un ton précis et mesuré. « Je ne peux que constater qu'il s'agit d'une tragédie de la plus haute importance, et pourtant je ne peux m'empêcher de remarquer que certaines personnes ne sont peut-être pas aussi bouleversées qu'elles devraient l'être. » Son regard, perçant et perspicace, se porte brièvement sur les domestiques présents,
C'est remarquable la façon dont la nature humaine se manifeste en temps de crise. Certains paraissent prompts à paraître vertueux, d'autres moins. Miss Marple répondit doucement, choisissant ses mots avec soin. En effet, Lady Pénélope, j'ai constaté que, souvent, la vérité se révèle plus clairement dans les petits gestes, presque imperceptibles, la façon dont une personne se comporte, ce qu'elle choisit de dire, et aussi ce qu'elle choisit de taire. La conversation s'orienta vers les tensions subtiles qui régnaient dans le village, et les observations de Lady Pénélope furent révélatrices. Elle évoqua une rivalité mineure mais persistante entre le docteur Haydock et un apothicaire voisin, ainsi que de vieux conflits entre certains villageois concernant la répartition des récoltes et la répartition des places lors des fêtes paroissiales. Miss Marple, écoutant attentivement, classa chaque information, comprenant que chaque querelle cachée pouvait servir de mobile ou de diversion. Plus tard dans l'après-midi, mademoiselle Marple retourna à la salle paroissiale, où plusieurs villageois s'étaient rassemblés, impatients de discuter de l'enquête en cours. Parmi eux se trouvait madame Lettice Harper, qui semblait de plus en plus agitée. « Je continue à dire, commença-t-elle, la voix tremblante d'indignation et d'excitation mêlée, que Simon Carroway est clairement impliqué. Qui d'autre aurait pu être aussi délibéré? Il est nouveau, mystérieux et clairement différent. » Miss Marple écoutait en silence, son esprit enregistrant à la fois le contenu des paroles de madame Harper et les gestes qui les accompagnaient. L'insistance de cette femme à considérer le nouveau venu comme le coupable probable était typique du raisonnement humain sous pression, tirant des conclusions hâtives en l'absence de certitude. Pourtant, la façon dont le regard de madame Harper se posait parfois sur Lady Pénélope suggérait une conscience tacite des hiérarchies et de l'influence sociale, un subtil jeu d'ambition et de peur. Pendant ce temps, Simon Carroway apparut à l'écart du rassemblement, s'adressant brièvement à un petit groupe de voisins. Il demeurait calme, mais Miss Marple remarqua un bref instant de tension lorsque son regard croisa le sien. Un tressaillement de la main, un léger plissement des yeux, de petits signes, facilement ignorés, mais pourtant significatifs pour comprendre son état d'esprit. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, mademoiselle Marple décida d'aller voir le docteur Haydock à son cabinet. Le médecin, homme d'une grande connaissance et d'une grande discrétion, l'accueillit cordialement, mais avec une pointe d'inquiétude. « Jane, commença-t-il, il est difficile de concilier la vie paisible de nos villageois avec la violence de la nuit dernière. Je peux vous assurer, médicalement parlant, qu'il n'y a pas eu d'accident. Lord Henry a agi délibérément, et pourtant sa méthode est singulière. » Miss Marple haussa un sourcil. « Étrange, dites-vous. De quelle manière ?» Le docteur Haydock hésita, puis fit un geste vers la fenêtre comme pour garantir l'intimité. La nature de la blessure, l'angle, le timing suggèrent une précision inattendue pour un acte de violence aléatoire. Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Pourtant, il devait agir au milieu de la distraction de la salle, des autres invités et du tumulte général. Cela exigeait de la subtilité. Miss Marple hocha la tête discrètement. La subtilité exige souvent une observation attentive et de la patience. Parfois, la personne la plus ordinaire, dans des circonstances favorables ou défavorables, peut accomplir des actes extraordinaires, que ce soit par vengeance, par peur ou par opportunité. En quittant le cabinet du médecin, Miss Marple repensa à la convergence des tensions observées tout au long de la journée. Litiges fonciers, rivalités mineures, hiérarchie sociale, griffes cachées, tout s'entremêle d'une manière qui pouvait facilement donner lieu à des opportunités et des motivations. Elle comprenait que la vie paisible du village n'était qu'un mince vernis. Sous lui se déployait la nature humaine dans toute sa complexité, prête à révéler sa vérité à un observateur attentif. En début de soirée, la place du village était à nouveau animée par les conversations, malgré une atmosphère chargée de malaise. Madame Harper, Lady Pénélope et un petit groupe de voisins discutèrent des événements de la journée, spéculant sur les motivations, les relations et le rôle des différents villageois. Mademoiselle Marple, discrètement postée à proximité, observait non seulement ce qui se disait, mais aussi comment cela se disait. Les pauses, les regards, les non-dits entre ceux qui comprenaient les subtils courants sociaux de St. Mary Mead. Plus tard, au domaine Godfrey, mademoiselle Marple retourna auprès de madame Godfrey pour discuter de sujets plus personnels. La veuve, désormais plus calme, évoqua des tensions anciennes avec les familles voisines, des affronts mineurs et des griefs historiques qu'elle avait autrefois jugés sans importance. Mademoiselle Marple écouta attentivement, notant que nombre de ces vieux conflits,
bien que dissimulée sous une certaine politesse, avait pu refaire surface de manière subtile, influençant le comportement le soir du souper des moissonneurs. À la tombée de la nuit, Miss Marple arpentait lentement les ruelles du village, méditant sur les révélations de la journée. Elle considérait chaque personne qu'elle avait observée. La nouvelle venue nerveuse, Lady Penelope, posée mais calculatrice, Madame Harper, perspicace mais parfois trop impatiente, le docteur Haydock, précis et méthodique, et Madame Godfrey, endeuillée mais perspicace. Chacune d'elles portait en elle des couches de complexité, chacune capable d'actions aussi ordinaires que extraordinaires. À son retour, le village était plongé dans un silence feutré. Les allumeurs de réverbères avaient fait leur ronde, les fenêtres brillaient à la lueur des bougies et des ombres s'étendaient sur les pavés. Miss Marple, assise avec son carnet et son thé, passait en revue les observations de la journée. Les indices subtils, le talc, la tache sur la louche, les changements de posture et de regard formaient un motif. Elle comprenait, comme toujours, que la vérité n'émerge pas de la précipitation, des spéculations ou des apparences. Elle naîtrait d'une observation patiente, d'une interprétation minutieuse du comportement humain et d'une attention constante aux détails. Ainsi, tandis que la nuit enveloppait Sainte-Marie Mead, Miss Marple se préparait à la prochaine étape de son enquête. Les motivations cachées, les ressentiments enfouis et les vérités non dites des villageois commençaient à émerger. Le jeu de l'observation humaine, subtil et précis, avait atteint une phase critique. Des secrets allaient émerger, des confrontations éclater, et la nature cachée du meurtre du souper des moissons allait peu à peu se révéler, mais comme toujours, seulement à ceux qui avaient la patience de voir ce que les autres avaient ignoré. La brume matinale planait bas sur St. Mary Mead, s'enroulant autour des haies et des chemins sinueux, comme si le village lui-même retenait son souffle. Même les oiseaux semblaient hésiter à s'éveiller, et un silence s'était installé sur le village, dissimulant les pensées tumultueuses de ses habitants. Miss Marple, flânant sur les sentiers familiers avec son panier de courses, observait la tension subtile qui imprégnait chaque recoin de la communauté. Le meurtre de Lord Henry Godfrey, bien que survenu près d'une semaine auparavant, continuait de se propager, influençant les comportements, les conversations et les moindres gestes. La première destination de Miss Marple fut le bureau de poste du village. Elle avait appris, par une observation attentive, que de légères perturbations dans la routine en disaient souvent plus que de simples déclarations. Madame Dane, la receveuse des postes, l'accueillit chaleureusement, mais avec une raideur inhabituelle. « Mademoiselle Marple, dit-elle en baissant la voix et en lui tendant un petit paquet, il y a eu une perturbation. Pas tout à fait la même que la semaine dernière, mais quelque chose qui pourrait être lié. » Curieuse, Miss Marple se pencha. « Une perturbation, dites-vous ? Dites-moi, s'il vous plaît. » Madame Dane hésita, jetant un regard nerveux vers la rue. « C'est Monsieur Simon Carroway. Il a reçu une lettre ce matin, d'un inconnu. Il semblait perturbé, mais il est parti rapidement, sans dire un mot à personne. Des villageois l'ont remarqué arpentant la place avant de s'éloigner. » L'esprit de Miss Marple ruminait ces nouvelles informations. Une lettre inattendue pouvait introduire un élément nouveau dans un réseau déjà complexe. Il pouvait s'agir d'une menace, d'un avertissement, voire d'une tentative de manipulation de la perception. Quoi qu'il en soit, elle le notait attentivement. Des manœuvres psychologiques subtiles étaient souvent aussi révélatrices que des actes de violence manifestes. Poursuivant sa promenade, Miss Marple décida de rendre visite à Lady Penelope Wren, dont l'influence et le vif intérêt pour l'ordre social du village faisaient d'elle une source d'information et de perspicacité. Lady Penelope la reçut avec son air poli habituel, bien que son regard fût plus perçant que d'habitude, se tournant vers la fenêtre avec une pointe de suspicion. « Jane, quelle curiosité !» fit remarquer Lady Penelope d'un ton léger. « Avez-vous remarqué les changements chez notre nouveau venu ?» Monsieur Carroway semble perturbé. Quelque chose l'a perturbé, mais je ne saurais dire lequel. Miss Marple inclina la tête. « Tout à fait, Lady Penelope. Il semble que des événements se produisent au-delà de la connaissance immédiate des villageois. De petits événements, comme des lettres ou des visites inattendues, peuvent modifier subtilement le cours des choses. Il faut observer attentivement pour déceler les tendances. » Le regard de Lady Penelope s'attarda un instant sur Miss Marple, une interrogation presque imperceptible dans son expression. Pourtant, comme toujours, elle choisit ses mots avec soin, ne révélant que ce qu'elle jugeait juste. En milieu de matinée, Miss Marple était de retour au domaine Godfrey.
Madame Godfrey, encore occupée à régler les dernières affaires de son défunt mari, semblait à la fois calme et distraite. « Jane, dit-elle doucement, j'ai reçu une visite, aujourd'hui. » Un cousin éloigné qui parlait de vieilles disputes familiales. J'avais presque oublié certaines de ces histoires, mais les entendre à nouveau me rappelait des souvenirs que je croyais enfouis. Miss Marple, toujours à l'écoute du comportement humain, remarqua le léger serrement des mains de Madame Godfrey tandis qu'elle parlait. « Les souvenirs peuvent être tenaces, dit-elle doucement. Parfois, ils refont surface aux moments les plus inopportuns. Ils peuvent éclairer des motivations ou révéler des tensions autrefois invisibles. La discussion s'est orientée vers les réseaux sociaux du village. Miss Marple s'est enquise nonchalamment des interactions entre voisins et membres de la famille, notant ceux qui hésitent, ceux qui partageaient volontiers des informations et ceux qui semblaient impatients de faire avancer la conversation. Chaque réaction, chaque nuance révélait des ressentiments cachés et des allégeances tacites. Au fil de l'après-midi, un nouveau fait divers fait des vagues à Sainte-Marie-Mead. Un vol mineur avait eu lieu à la salle paroissiale, un objet de petite taille, apparemment insignifiant, dont la disparition était pourtant inévitable. Un candélabre en argent, qui se trouvait près de la table des desserts le soir du meurtre, fut porté disparu. Bien que non violent, le vol comporte des implications indéniables. Les villageois se rassemblèrent à nouveau, leurs murmures plus forts et plus pressants qu'auparavant. Certains supposèrent que le vol était lié à Simon Carroway. D'autres suggérèrent une tentative de destruction de preuves, et d'autres encore affirmèrent qu'il s'agissait simplement d'un acte opportuniste. Miss Marple, observant le chaos des conjectures, remarqua que le comportement humain révélait souvent indirectement les motivations. Les réactions des villageois eux-mêmes, leur empressement à attribuer les torts et les subtiles manipulations de la perception étaient aussi significatives que n'importe quel objet tangible. Miss Marple remarqua de subtils changements de comportement durant la réunion. Lady Penelope Wren parut inhabituellement alerte, observant les réactions avec une précision calculée. Madame Harper, toujours désireuse d'affirmer son autorité de témoin oculaire autoproclamé, se pencha avec enthousiasme, mais hésitait parfois sous le poids de ses propres incohérences. Même le personnel de la salle paroissiale, habituellement discret et posé, échangeait des regards furtifs, suggérant une prise de conscience des non-dits. En fin d'après-midi, Miss Marple décida de retourner chez Simon Carroway, non pas pour une confrontation mais pour l'observer. Elle arriva discrètement, remarquant les mouvements nerveux de Simon Carroway, tandis qu'il se préparait le thé. Une tension sous-jacente régnait dans la pièce, une énergie subtile qui suggérait un malaise. « Bonjour, monsieur Carroway, » dit doucement mademoiselle Marple en s'asseyant à la petite table. « J'ai cru comprendre que vous avez reçu une lettre ce matin. Si vous permettez, est-ce que cela vous a beaucoup perturbé ?» Simon marque une pause, posant soigneusement sa tasse. « Ça m'a surpris, » admit-il d'une voix mesurée mais tendue. « J'aurais préféré ne pas en parler, mais c'était inattendu. Cela me rappelle des événements du passé d'une manière que j'espérais éviter. » Miss Marple hocha la tête, le regard fixe. Compréhensible. Les griefs passés refont souvent surface à des moments inopportuns. Et pourtant, ils peuvent aussi éclairer le présent, révélant des motivations ou des interprétations erronées qui, autrement, resteraient cachées. Elle s'accorda une pause, laissant la pensée se poser. « Je trouve souvent que les plus petits gestes, un regard détourné, un tremblement de la main, parlent plus que les mots seuls. » Les yeux de Simon vacillèrent un instant, signe subtil de compréhension. Miss Marple nota mentalement cette réaction parmi celles qu'elle avait observées dans le village. La lettre, le vol et les réactions des villageois commençaient à former un réseau complexe de tensions, de diversions et de vérités cachées. À l'approche du crépuscule, Miss Marple traversait lentement le village, observant l'agitation finale avant la tombée de la nuit. Les familles préparaient le dîner, les enfants chuchotaient sur les événements de la journée et les voisins échangeaient des salutations prudentes. Les ombres s'allongeaient le long des ruelles et l'air était chargé d'une certaine impatience, comme si le village lui-même était conscient que le calme n'était que temporaire. De retour chez elle, Miss Marple passe en revue les événements de la journée. La lettre inattendue à Simon Carroway, le vol du candélabre et les gestes subtils de chaque villageois formaient un réseau de possibilités. Elle comprit que la véritable élucidation du meurtre ne se ferait pas à partir d'actes évidents ou d'accusations manifestes, mais grâce à l'interprétation minutieuse de ces indices cachés et de ces nuances comportementales. À la tombée de la nuit, le village était silencieux,
à l'exception de la lueur occasionnelle des bougies aux fenêtres et du doux bruissement des feuilles le long des chemins. Miss Marple, assise à son bureau, stylo à la main, esquissait des liens et notait chaque interaction subtile. Le réseau devenait de plus en plus complexe, chaque fil pouvant mener à une révélation ou à une fausse piste. Elle comprit qu'un autre rebondissement inattendu, subtil et pourtant profondément significatif s'était produit. Il faudrait de la patience, une observation attentive et un esprit serein pour démêler les couches du comportement humain, de ses motivations et de ses tromperies. Les fils cachés du ressentiment, l'interaction entre la peur et l'ambition, et les tensions exprimées parmi les villageois étaient désormais plus apparents que jamais. Tandis que Miss Marple fermait son carnet pour la soirée, elle repensait tranquillement aux événements de la journée. Les nouveaux développements avaient à la fois apporté complexité et clarté. La voie vers la compréhension du meurtre devenait visible, bien qu'encore obscurcie par des nuances sociales et des intentions cachées. Une chose était sûre, la partie était loin d'être gagnée, et la vérité, bien que approchante, ne serait révélée que par une observation attentive et patiente de la nature humaine. Le soleil matinal se leva sur St. Mary Mead, une légère brume dorée, adoucissant les contours nets des bâtiments du village, sans pour autant dissiper la tension persistante. Le meurtre de Lord Henry Godfrey, bien que survenu près de 2 semaines auparavant, résonnait encore dans chaque conversation, chaque regard et chaque geste prudent. Miss Marple, comme toujours, évoluait silencieusement dans le village, son œil perçant attentif à la moindre irrégularité, à la plus infime hésitation, au moindre frémissement dans l'air du comportement humain. Son programme de la journée était mûrement réfléchi. Après avoir observé les villageois, noté leurs réactions et répertorié leurs subtils changements d'humeur et d'expression, elle était prête à entamer le premier de ce qu'elle appelait des tests. De petits exercices psychologiques destinés à susciter des réactions instinctives, susceptibles de révéler des vérités cachées aux participants eux-mêmes. Sa première visite fut à Lady Penelope Wren, dont l'influence et la connaissance de la dynamique sociale du village avaient été clairement perceptibles les jours précédents. Miss Marple arriva sous prétexte de discuter de la foire d'automne à venir, un sujet suffisamment neutre pour ne pas éveiller les soupçons. Lady Penelope la reçut avec l'élégance habituelle, son regard perçant jetant un bref coup d'œil aux fenêtres, puis se tournant à nouveau vers Miss Marple avec une curiosité polie. « Jane, c'est très aimable de votre part de passer, » dit Lady Penelope d'une voix douce. « J'espère que vous menez l'enquête avec votre perspicacité habituelle. » Miss Marple sourit faiblement. « Je trouve qu'observer et écouter apporte souvent plus de clarté que poser des questions directes. Malgré tout, j'ai pensé qu'il serait agréable d'aborder quelques instants des sujets sans rapport avec la tragédie. » Ils parlèrent de la foire, de l'emplacement des stands et de l'organisation des rafraîchissements. Pendant ce temps, les questions de Miss Marple étaient posées avec désinvolture, mais subtilement inquisitrices. Elle introduit des hypothèses. Et si un invité avait été dans le hall sans être vu? Et si une dispute mineure avait dégénéré sans qu'on s'en aperçoive? Tout en observant les réactions de Lady Penelope. Le moindre pincement des lèvres, le léger haussement de sourcils, l'évitement prudent de certains mots, tout cela était répertorié. Miss Marple comprenait l'importance de ces indices presque imperceptibles. Elle rend ensuite visite à Madame Lettice Harper, occupée à préparer le salon de thé pour l'affluence de l'après-midi. Madame Harper l'accueillit avec son habituel mélange d'enthousiasme et d'autorité morale, impatiente de lui raconter les dernières spéculations. « Jane, je persiste à dire que c'était Simon Carroway, déclara-t-elle, les mains agitées de nervosité. Sa façon de bouger, son regard était suspect, sans l'ombre d'un doute. Miss Marple écouta patiemment, laissant Madame Harper poursuivre, mais introduisit ensuite un test subtil. Et si l'agresseur avait été un proche de la famille, quelqu'un en qui les villageois avaient longtemps fait confiance, seriez-vous capable de reconnaître les signes? Ou peut-être, vous rencontrerez-vous si intensément sur cet inconnu évident que vous risqueriez d'en oublier ce qui se cache à proximité? Madame Harper marque une pause, les sourcils froncés. Ses mains se crispèrent sur sa tasse de thé et son regard se porte momentanément vers la porte, comme pour échapper à la question. Miss Marple nota mentalement son malaise face à un scénario purement hypothétique, souvent plus révélateur que la certitude d'une accusation. En fin de matinée, Miss Marple s'installa au domaine Godfrey, où Madame Godfrey continuait son travail minutieux de tri de la correspondance personnelle et des archives familiales. Les questions de Miss Marple étaient douces, formulées comme une curiosité désinvolte,
mais elle observait attentivement la veuve, à la recherche de signes de malaise ou de dissimulation. « Avez-vous remarqué des lettres ou des documents qui, bien qu'apparemment anodins, pourraient en suggérer des relations tendues ?» demanda Miss Marple d'un ton léger. Madame Godfrey hésita légèrement, puis secoua la tête. « J'en ai en effet, Jane, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient pertinentes. Certaines datent de plusieurs décennies, d'autres moins. Difficile de distinguer ce qui compte de ce qui ne compte pas. » Miss Marple remarqua la tension subtile dans sa voix et la façon dont ses mains serraient les lettres. Parfois, ce sont les documents mêmes que nous jugeons insignifiants, qui révèlent des motivations ou des malentendus. Et parfois, un observateur attentif peut déceler des vérités cachées, même aux personnes impliquées. Son prochain rendez-vous nécessitait une visite au Dr. Haydock, dont l'esprit analytique avait été subtil mais essentiel tout au long de l'enquête. Mademoiselle Marple s'approcha sur un ton conversationnel, posant des questions sur le comportement humain et les réactions instinctives, plutôt que sur des détails médicaux. « Docteur, d'après votre expérience, à quelle fréquence les gens agissent-ils par peur ou par habitude, plutôt que par intention consciente ?» demanda-t-elle innocemment. Le docteur Haydock réfléchit longuement à la question. « Souvent, mademoiselle Marple, admit-il. La plupart des actions sont influencées par la routine, les attentes sociales ou des pressions subtiles. On agit rarement de manière purement rationnelle, même lorsque les conséquences sont graves. » Miss Marple autorisa une pause silencieuse, puis ajouta « Et lorsque les conséquences sont graves, la peur masque-t-elle parfois la culpabilité, ou la révèle-t-elle parfois ?» Les yeux du médecin clignent, une brève crispation au coin de la bouche, une légère hésitation dans le placement de ses mains. Miss Marple nota la réaction, notant la combinaison de raisonnement intellectuel et de révélation instinctive. Chaque habitant du village avait désormais affiché des comportements subtils qui, combinés à ses observations antérieures, l'aideraient à démêler le réseau complexe de motivations et d'opportunités. En début d'après-midi, Miss Marple décida de retourner auprès de Simon Carroway. Le nouveau venu s'occupait de son petit jardin, taillant soigneusement les haies avec une attention méticuleuse. Ses mouvements étaient précis et réfléchis, mais une certaine tension se dégageait de ses épaules qui se fléchissaient et se détendaient. « Bonjour, monsieur Carroway, » dit-elle aimablement. « J'espère que la lettre ne vous a pas trop bouleversé. Parfois, les correspondances du passé peuvent réveiller des souvenirs qu'on préférerait laisser de côté. » Simon leva les yeux et croisa son regard. Il ressentit un léger malaise, peut-être, ou un soulagement à l'idée d'être abordé calmement. C'était troublant, admit-il, mais pas alarmant comme on pourrait l'imaginer. Cela me rappela que même des liens apparemment anodins du passé peuvent influencer le présent. Miss Marple hocha la tête. En effet. Et il faut toujours considérer comment de petits détails, même des gestes négligés, peuvent altérer la perception ou révéler une intention. Avez-vous remarqué des incohérences chez les villageois, des comportements subtils qui laissent entrevoir des vérités cachées? Simon hésita, ses doigts traçant le bord d'une haie. Les comportements humains ne sont pas entièrement transparents. On observe, on devine, mais la certitude est difficile à obtenir. Miss Marple laissa l'instant s'installer, enregistrant les micro-réactions nerveuses, le bref serrement de la mâchoire, le regard fugace sur le côté, la modulation prudente du discours. C'étaient des choses que la plupart manqueraient, mais qui finiraient par révéler les courants plus profonds sous la surface. En fin d'après-midi, Miss Marple avait mené à bien une série complète d'entretiens psychologiques subtils. Chaque conversation, chaque question soigneusement formulée avait été conçue pour révéler des réactions instinctives, des regards indiscrets et de subtiles hésitations. Son carnet, rempli d'observations, commençait à décrire les schémas de peur, de dissimulation, d'ambition et de ressentiment qui caractérisent les villageois. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, les ruelles du village se seraient d'une chaude lueur ambrée, mais l'atmosphère restait chargée d'impatience. Les ombres s'allongeaient le long des murs et des haies, et les fenêtres scintillaient à la lueur des bougies, créant des motifs changeants, reflétant la complexité de la nature humaine, observée par Miss Marple. Assise dans son salon, un stylo à la main, Miss Marple réfléchit à son travail de la journée. Elle comprenait que le test lui avait apporté des éclaircissements, non pas à partir de déclarations explicites, mais grâce aux réactions instinctives, souvent inconscientes, de ses voisins. Chaque geste, chaque pose, chaque infime inattention avait été un fil conducteur révélant la structure profonde des motivations, des peurs et des opportunités. La voie vers la résolution du meurtre de Lord Henry Godfrey se précisait,
même si le tableau complet restait obscurci par des couches d'attente sociale, de préjugés personnels et de subtiles insinuations trompeuses. Miss Marple savait qu'avec patience et une observation constante, ses fils se tissaient pour former une tapisserie qui finira par révéler la vérité. Ainsi, tandis que la nuit tombait sur St. Mary Mead, Miss Marple ferma son carnet, consciente que la suite de l'enquête la rapprocherait du moment de la révélation. Les villageois, inconscients de la surveillance précise dont ils faisaient l'objet, continuèrent leurs activités habituelles, tandis que l'esprit de l'enquêteur reconstitue la mosaïque complexe de comportements humains qui allait bientôt démasquer le meurtrier. Le lendemain matin, le village de St. Mary Mead vibrait d'une anticipation prudente. Même les oiseaux semblaient apaisés, leurs cris étouffés par le poids de ce qui venait de se passer et la certitude que la clarté approchait. Miss Marple, comme toujours, se déplaçait silencieusement, son regard perçant scrutant les petits gestes et les expressions fugaces, tandis qu'elle se dirigeait vers la salle paroissiale. Aujourd'hui serait différent. Elle rassemble les fils qu'elle avait patiemment rassemblés en un motif cohérent qui éclairait enfin le mystère. Dans la salle, les villageois s'étaient rassemblés sous le prétexte poli de discuter des préparatifs des récoltes, mais l'atmosphère était électrique. Les tables étaient soigneusement disposées, les bougies allumées et un léger parfum de thé et de pâtisserie emplissaient l'air. Au fond de la pièce, l'inspecteur Craddock se tenait debout, attendant les paroles de Miss Marple, tandis que les personnages clés du village, dont Lady Penelope Wren, Madame Godfrey, le docteur Haydock, Dolly Bantry, Madame Harper et, bien sûr, Simon Carroway, étaient assis, échangeant des regards furtifs. Miss Marple se leva de sa chaise, un petit carnet à la main. Sa voix était douce, modeste, mais imprégnée d'une autorité qui attirait l'attention. J'ai passé ces derniers jours à observer, écouter et méditer sur les événements du souper des moissonneurs, ainsi que sur les subtilités des comportements, des gestes et des paroles de chacun ce soir-là, commença-t-elle. Ce qui peut paraître ordinaire cache souvent des vérités extraordinaires, et c'est en observant attentivement ces subtilités que nous pouvons discerner ce que les autres ne peuvent pas discerner. Un silence s'abattit sur la salle, ponctué seulement par un léger bruissement de papier et le déplacement des chaises. Le regard de Miss Marple parcourut les villageois, scrutant chaque visage, chaque expression. « Nous connaissons toutes les théories évidentes, poursuivit-elle. Nous savons que les soupçons se portèrent rapidement sur M. Simon Carroway, le nouveau venu. Pourtant, les apparences peuvent être trompeuses, et la vérité réside souvent dans des détails négligés, des gestes inconsidérés et des réactions mal interprétées. » Elle se dirigea lentement vers la table des desserts, désignant d'un geste la louche en argent, légèrement tachée, la chaise déplacée et les traces subtiles de talc. Ces petits détails, souvent ignorés, ont été cruciaux pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ils indiquent non seulement une certaine nervosité ou une certaine précipitation, mais suggèrent aussi que l'agresseur a agi avec une précision calculée au milieu du chaos. Miss Marple marque une pause, laissant ses paroles reposer. Songez, si vous le voulez bien, à la disposition de la table des desserts, aux interactions des invités et aux réactions aux moindres perturbations. Qui aurait pu être au courant de la disposition, observer la position des autres et en tirer profit sans attirer l'attention? Son regard croisa brièvement celui de Simon Carroway, remarquant le léger relâchement de ses épaules, signe de soulagement face à l'absence d'accusation. Tournant son attention vers les villageois rassemblés, elle poursuivit « Nous devons aussi tenir compte des motivations. Qui parmi nous nourrissait des griefs de longue date, se sentait menacé ou offensé, et dont le comportement dissimulait plus qu'il ne révélait. » Elle marque une pause, laissant la question en suspens, obligeant chacun à s'examiner intérieurement. « Lady Penelope Wren, par exemple, dit-elle doucement, votre souci de l'ordre social et des convenances est bien connu. Pourtant, vos actions de la semaine passée, observations attentives, souvenirs détaillés et interrogations subtiles, révèlent une personne sensible à la dynamique du comportement humain. C'est louable, mais pas incriminant. Cela témoigne d'une intelligence aiguë et non d'un sentiment de culpabilité. » Son regard se tourna vers le docteur Haydock. « Et vous, docteur, avez été précis, réfléchi et parfois hésitant. Ces réactions témoignent à la fois de conscience et de prudence professionnelle, sans pour autant être le signe d'une violence. Elles témoignent de discernement et non de culpabilité. » Miss Marple parla ensuite de Madame Harper, de Dolly Bantry et des autres villageois, décrivant avec subtilité comment leur comportement, bien que parfois incohérent ou anxieux, ne témoignait d'aucun signe de l'acte meurtrier.
Le comportement extérieur et les légères incohérences de chacun peuvent induire en erreur, dit-elle. Pourtant, lorsqu'on les considère, en tenant compte du mobile, de l'occasion et des plus infimes indices physiques, un schéma se dessine. Sa voix se fit plus basse, attirant l'attention des villageois avec plus d'acuité encore. Nous arrivons maintenant au point décisif. Les indices matériels, aussi subtils soient-ils, la louche tachée, le talc sur la chaise, le léger déplacement de la nappe, n'indiquent pas un étranger évident, mais quelqu'un connaissant intimement la disposition de la salle et les habitudes de la maison. Elle marque une pause, scrutant la pièce du regard, se concentrant finalement sur une seule personne. « Madame Godfrey, dit-elle. Doucement, il est difficile de dire de telles vérités, mais le schéma est clair. Le placement judicieux des objets, le timing calculé et la compréhension nuancée du comportement des invités suggèrent un savoir que seul un proche de Lord Henry pouvait posséder. Des halètements parcoururent la salle. Madame Godfrey, les mains crispées sur ses genoux, pâlit légèrement, mais son regard demeura fixe. Mademoiselle Marple poursuivit sans accusation, présentant la logique avec une clarté patiente. La preuve ne réside pas seulement dans les traces physiques, mais aussi dans les observations psychologiques. Vos gestes, vos réactions, votre façon d'interagir avec la table et votre façon de répondre aux interruptions, tout cela formait le récit d'une action délibérée. Vous aviez l'opportunité, le savoir et, je suis désolé de le dire, un mobile ancré dans des griefs anciens, resté caché sous une conversation polie pendant des années. Les lèvres de Madame Godfrey tremblèrent, mais elle garda son calme. « Je n'ai jamais voulu en arriver là, dit-elle doucement. Je n'avais pas l'intention de mourir. C'était censé être effrayant, donner une leçon. Je n'avais pas anticipé que sa voix s'éteignit, ses mains tremblantes tandis qu'elle agrippait le bord de la table. Le regard de Miss Marple était doux, presque maternel. Il arrive que les intentions ne soient pas toujours en phase avec les conséquences. Pourtant, le schéma était inévitable. De petits gestes, soigneusement exécutés, peuvent te mener à des résultats bien au-delà de ce qu'on imaginait. Elle fait un geste vers la louche et la nappe. Ces petites attentions, combinées à votre connaissance intime de l'environnement et des habitudes des invités, permirent à l'acte de se produire sans éveiller les soupçons. Mais la nature humaine, même cachée, se révèle inévitablement à un observateur attentif. Simon Carroway, assis en silence, expira doucement, le soulagement mêlé à une tension résiduelle. Lady Penelope Wren s'adapta, une faible expression de reconnaissance se lisant sur son visage, reconnaissant la perspicacité de Miss Marple. Même l'inspecteur Craddock hocha lentement la tête, impressionné par le raisonnement subtil et approfondi qui avait mené à la révélation. Miss Marple continue d'un ton calme, posé et inébranlable. Cet acte était l'aboutissement d'années de ressentiments cachés, d'humiliations mineures et de calculs minutieux. Ce ne sont pas les gestes spectaculaires, mais la discrétion, la subtilité et le délibéré qui révèlent souvent la vérité. Dans ce cas, comme dans tant d'autres, le comportement humain, les hésitations, les gestes et les réactions infimes est la preuve ultime. Tandis que les villageois assimilaient la révélation, la salle se plongea dans une contemplation silencieuse. La vérité, bien que choquante, apportait une certaine clarté. Le filet de suspicion qui avait enchevêtré Simon Carroway, induit en erreur Madame Harper et perturbé Lady Penelope Wren était dissipé, et les subtiles complexités de la nature humaine avaient été éclairées par l'observation patiente de Miss Marple. Au moment du départ des villageois, l'atmosphère avait changé. Le choc avait cédé la place à la compréhension, la peur à une acceptation prudente, et les schémas comportementaux complexes avaient été mis à nu. Miss Marple, toujours sereine, s'attarda un instant dans le hall, réfléchissant à l'interaction délicate des dynamiques sociales, des griefs cachés et des réactions instinctives qui avaient révélé la vérité. Et tandis que la nuit tombait sur St. Mary Mead, le village reprit son calme. Le meurtre de Lord Henry Godfrey, bien que profondément bouleversant, avait été résolu non par la force ni par une confrontation ouverte, mais grâce à l'observation patiente, discrète et méticuleuse de quelqu'un qui comprenait les profondeurs de la nature humaine. Le village de St. Mary Mead avait retrouvé son calme, même si l'air restait empreint d'une subtile inquiétude. Le froid automnal s'était intensifié, et les feuilles, d'un ambre et d'un roux plus profond, tourbillonnaient le long des ruelles au gré du vent. La vie avait repris son cours, celui des jours de marché, des jeux d'enfants et des rares commérages autour du thé. Pourtant, l'ombre du meurtre de Lord Henry Godfrey
persistait dans l'esprit de ceux qui avaient assisté à la désorganisation de leur communauté pourtant paisible. Miss Marple, comme toujours, observait depuis son modeste salon, son esprit retraçant les liens complexes de la nature humaine qui avaient conduit à cette tragédie. Les villageois, tout en étant reconnaissants de la résolution, évoluent prudemment dans leurs interactions sociales. Même ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans les événements du souper des moissonneurs avaient été touchés, subtilement ou profondément, par la révélation de ressentiments et de secrets cachés. Miss Marple remarqua comment ces répercussions façonnaient les comportements, la politesse prudente au marché, le ton adouci des conversations et l'observation attentive des réactions de chaque voisin. La nature humaine, songea-t-elle, était aussi complexe et stratifiée que les feuilles qui virevoltent devant sa fenêtre. Madame Godfrey, prenant conscience des conséquences de ses actes, s'était quelque peu retirée de la vie sociale du village. Elle restait au domaine, s'occupant des affaires de feu Lord Henry, mais même dans ses moments privés, le poids de ses choix était visible. Miss Marple lui rend visite un après-midi, non pas pour l'interroger, mais pour lui offrir la compagnie discrète que seule la compréhension, plutôt que le jugement, pouvait procurer. « Ma chère Jane, » dit doucement Madame Godfrey en rangeant des papiers sur le bureau, « c'est étrange que les intentions humaines puissent mener à des résultats si différents de ce qu'on imagine. J'ai agi sous le coup de la colère, mais je ne m'attendais pas à la finalité de ce qui s'est passé. » Sa voix faiblissait, mais la douce présence de Miss Marple semblait apporter un certain réconfort. « Vous avez appris, je crois, comment de petits gestes, même ceux qui se veulent des avertissements ou des leçons, peuvent avoir des conséquences insoupçonnées, répondit Miss Marple d'un ton calme et posé. Et pourtant, la vérité est que la nature humaine est rarement simple. Nous agissons avec raison, émotion, habitude et impulsion, tout cela mêlé. Ce sont ces enchevêtrements qui peuvent transformer la vie ordinaire en un réseau d'imprévus. Madame Godfrey hocha la tête, un léger frisson la traversa. « Je suppose que, d'une certaine manière, le village lui-même a changé à cause de cela, murmura-t-elle. Même chez ceux qui n'étaient pas directement impliqués, je sens chez eux une nouvelle prise de conscience, une subtile méfiance. » Miss Marple sourit faiblement. Effectivement, l'expérience laisse des traces, que ce soit par la prudence, l'empathie ou la compréhension. Et parfois, c'est seulement en observant le comportement humain dans les moments de crise que l'on perçoit véritablement la profondeur du caractère, en soi et chez les autres. Pendant ce temps, la place du village avait peu à peu repris son rythme habituel. Les étals du marché étaient disposés comme avant, et les commerçants accueillent les clients avec la politesse habituelle. Pourtant, ceux qui étaient au courant des récents événements, dont Lady Penelope Wren et Dolly Bantry, se déplaçaient avec une attention particulière. Leurs gestes, bien que calmes en apparence, trahissaient leur récente prise de conscience. Un ton adouci, une expression plus mesurée ou une pause pensive avant de parler. Miss Marple remarqua ces signes subtils en parcourant les ruelles, son œil perçant cataloguant les comportements humains avec la même précision discrète qu'elle avait appliquée à l'enquête pour meurtre. Lady Penelope, toujours soucieuse des dynamiques sociales, avait pris sur elle de restaurer un semblant d'harmonie. Elle offrit un thé modeste à quelques villageois triés sur le volet, orchestrant soigneusement les conversations afin de favoriser la réconciliation, la réflexion et la compréhension. Miss Marple, invitée en tant qu'invitée, observa le jeu de la politesse, des subtilités et des tensions non exprimées. Les efforts de Lady Penelope, bien que relevant en partie d'une stratégie sociale, réussirent à apaiser les angoisses persistantes, et Miss Marple perçut le soulagement dans l'expression des villageois, tempéré par la conscience que les secrets et les ressentiments disparaissent rarement complètement. Dolly Bantry, quant à elle, demeurait une présence constante, pleine de soutien et de curiosité. Elle se déplaçait parmi les voisins, leur offrant aide et réconfort, tout en remarquant parfois un petit geste révélateur, un tremblement de la main, un regard hésitant ou un froncement de sourcils passager trahissant un malaise persistant. L'empathie naturelle de Dolly, alliée à ses observations perspicaces, faisait d'elle une précieuse chroniqueuse officieuse du rétablissement du village. Le docteur Haydock, toujours méticuleux, reprend ses fonctions tout en observant discrètement la santé de la communauté, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur les schémas comportementaux façonnés par les événements récents. Il remarquait parfois des troubles nerveux, des troubles du sommeil ou de subtiles angoisses sociales, autant de signes qui confirment indirectement les précédentes évaluations de Miss Marple. Le comportement humain, se remarqua-t-il, était aussi révélateur que n'importe quel examen médical,
et, dans des cas comme celui-ci, bien plus instructif que les seules apparences. Simon Carraway, autrefois objet de suspicion, avait peu à peu regagné la confiance des villageois. D'abord méfiant et circonspect, il se déplaçait avec une aisance croissante parmi ses voisins, ses interactions étant mesurées et polies. Miss Marple remarqua que le comportement de Simon reflétait un soulagement tempéré par une certaine conscience de soi, un savant mélange de discrétion et d'adaptabilité. Sa présence, autrefois source de curiosité et de suspicion, était devenue un élément ordinaire du tissu du village, sans jamais être totalement dissocié de l'ombre des événements passés. En fin d'après-midi, Miss Marple retourna dans son salon, retraçant mentalement le déroulement des événements, du souper des moissonneurs à la résolution du conflit. Elle revoit ses notes mentales, se rappelant la tache subtile sur la louche en argent, le talc sur la chaise, la nappe déplacée et les réactions psychologiques des villageois. Chaque détail, méticuleusement observé et soigneusement pesé, avait contribué à révéler la vérité. Elle a réfléchi aux leçons de cette affaire. Comment les ressentiments cachés, les griefs mineurs et les tensions exprimées peuvent-ils s'accumuler et entraîner des conséquences dramatiques? Et comment l'observation patiente du comportement humain, plutôt que la seule confiance dans les preuves directes, fournit souvent la clé de la compréhension. À St. Mary Mead, les apparences étaient trompeuses, mais des schémas de gestes subtils, de réactions et d'incohérences avaient finalement révélé la vérité. À la tombée de la nuit, Miss Marple jeta un coup d'œil par la fenêtre à la lumière déclinante qui dominait le village. Les rues, désormais baignées d'une pénombre ambrée, semblaient paisibles, presque ordinaires. Pourtant, sous ce calme, elle comprenait que la vie à St. Mary Mead avait été irrémédiablement transformée. Les villageois avaient appris, chacun à leur manière, les conséquences des motivations cachées et des tensions tacites, ainsi que la valeur de l'observation attentive, de l'empathie et de la réflexion. Plus tard, tandis que la lueur des bougies vacillait doucement dans son salon, Miss Marple considéra le village dans son ensemble. La communauté, résiliente et soudée, avait surmonté le choc du meurtre et la révélation qui s'ensuivit. Les amitiés avaient été mises à rude épreuve, les relations tendues et la confiance parfois ébranlée. Pourtant, l'ordre social subtil avait perduré, guidé en partie par l'influence calme et patiente de ceux qui observaient la nature humaine, avec discernement, patience et empathie. Miss Marple, pour sa part, éprouvait une satisfaction silencieuse. L'affaire avait renforcé la vérité qu'elle avait depuis longtemps comprise. Sous la surface de la vie ordinaire, le comportement humain dissimulait à la fois les motivations du mal et les signaux de justice. Les petits gestes presque imperceptibles, le regard fugace, le tremblement d'une main, la subtile hésitation étaient souvent plus révélateurs que les déclarations directes ou les démonstrations théâtrales. Dans les jours qui suivent, St. Mary Mead reprend progressivement son cours normal avec une certaine normalité. Les enfants jouaient dans les ruelles, les commerçants saluaient chaleureusement leurs clients et les voisins échangeaient des conversations par-dessus les clôtures et les portails. Pourtant, pour ceux qui avaient vécu les événements entourant le souper des moissonneurs, une conscience attentive demeurait un rappel. Sous la surface des conversations polies et de l'harmonie sociale, les complexités de la nature humaine pouvaient toujours révéler des révélations inattendues. Miss Marple, assise tranquillement avec une tasse de thé et son carnet fermé à côté d'elle, s'accorda un instant de réflexion. Elle avait été témoin de la révélation de secrets, de la mise au jour minutieuse des motivations et de l'interaction subtile des comportements humains qui avaient mené à la résolution. Et elle savait, comme toujours, que la patience, l'observation et la compréhension de la nature humaine étaient les guides les plus fiables pour naviguer dans l'extraordinaire comme dans le quotidien. Le village de St. Mary Mead, après avoir traversé la tragédie, la révélation et le lent retour à l'ordre, avait appris, à sa manière discrète et discrète, la résilience de sa communauté. Et tandis que la nuit s'installe sur les chemins, les haies et la lumière des lampadaires, Miss Marple, sereine et perspicace, méditait sur cette vérité persistante. Sous l'ordinaire, les subtils courants du comportement humain révèlent bien plus que les apparences ne le pourraient.